L'Imagination Week a 5 ans. Ça fait 5 ans que nous confrontons les étudiants à la transdisciplinarité dont je vais très rapidement parler. Elle a été créée, l'Imagination Week, avec plusieurs objectifs. Forcément, les objectifs de l'Imagination Week, vous les connaissez et sont forcément en lien avec la mission de l'ESSEC, qui, pour rappel, évidemment, ça n'est qu'un rappel, de créer et diffuser des connaissances de pointe pour former et développer des pionniers audacieux et des leaders influents pour le monde des affaires et la société dans son ensemble. Ce sont les objectifs de l'ESSEC, bien sûr, et les objectifs de l'Imagination Week sont évidemment très proches. L'objectif est évidemment de vous rassembler pour une première fois tous ensemble. Mais surtout, cette semaine a pour enjeu de vous faire toucher du doigt l'évolution du monde en mouvement. L'évolution du monde en mouvement, comprendre quels sont ses ressorts pour en élaborer les fondements à venir. Autrement dit, comment penser, imaginer le futur, comment acquérir cet esprit visionnaire, pionnier, et cela passe par plusieurs qualités, différentes techniques qui s'articulent autour de l'imagination, savoir rêver, savoir créer, savoir innover, réussir à mettre en perspective des savoirs, des connaissances, des disciplines. Il va donc presque sans dire, vous le comprenez, que la transdisciplinarité est le maître mot de la semaine. La transdisciplinarité travaille autour d'objets qui n'appartiennent pas en propre à une discipline, elle relie des disciplines, sans obligation, de manière à atteindre le même objectif à travers des activités très variées. Ça se complexifie un peu. Elle se différencie en cela, la transdisciplinarité, de la pluridisciplinarité, qui est une juxtaposition de différents regards experts, et de l'interdisciplinarité, dialogue entre les disciplines. Il existe un manifeste de la transdisciplinarité, qui indique que celle-ci, comme le préfixe trans l'indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline. Sa finalité est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs est l'unité de la connaissance. Ce manifeste de la transdisciplinarité explique bien que nous avons tous ici, dans cette salle, été formés par des disciplines, et que du point de vue de la pensée classique, il n'y a rien, strictement rien, à travers les disciplines et au-delà de toute discipline. Ce qui nous oblige donc à penser plusieurs niveaux de réalité, tous indépendants les uns des autres, en négligeant les espaces entre les disciplines. La recherche disciplinaire concerne tout au plus un seul et même niveau de réalité. D'ailleurs, dans la plupart des cas, elle ne concerne que des fragments d'un seul et même niveau de réalité. En revanche, la transdisciplinarité, elle, s'intéresse à la dynamique engendrée nécessairement par l'action qui est provoquée par l'ensemble des connaissances des disciplines. La transdisciplinarité, tout n'étant pas une nouvelle discipline ou une super-hyper-discipline, se nourrit de la recherche disciplinaire qui, à son tour, est éclairée d'une manière nouvelle et féconde par la connaissance transdisciplinaire. Dans ce sens, les recherches transdisciplinaires ne sont pas antagonistes, bien sûr, mais complémentaires. Il y a 3 piliers importants de la transdisciplinarité, qui sont les niveaux de réalité, les disciplines, la logique du tiers inclus et la complexité, et déterminent la méthodologie de la recherche transdisciplinaire. Même si, à l'évidence, cela n'est possible qu'avec un soupçon, et nous vous y encourageons, à l'indiscipline. Il y a plus de 20 ans, il y a eu donc ce manifeste de la transdisciplinarité, qui a établi une charte, la charte de la transdisciplinarité, établie lors du premier congrès mondial sur ce thème au Portugal. Il est intéressant de noter que l'un des auteurs de cette charte est Edgar Morin, proche et ami de l'ESSEC, comme vous le savez. Cette charte souligne un très grand nombre de valeurs que sont la rigueur, le respect, la tolérance, et veille indéfectiblement à reconnaître les différentes réalités qui s'offrent à nous, et nous oblige en quelque sorte à ouvrir le dialogue avec l'art, avec les sciences, avec la littérature, avec la poésie, avec l'expérience intérieure. Elle prône la dignité de l'être humain comme citoyen du monde et considère l'éducation comme la voie authentique permettant le développement de l'intuition, de l'imaginaire, de la sensibilité au corps également. Enfin, cette charte se trouve forgée sur une éthique solide qui postule que l'économie doit être au service de l'humain et non l'inverse. L'Imagination Week s'inscrit pleinement dans cette charte, pleinement dans cette philosophie, et cherche à amener une réflexion innovante sur des enjeux contemporains, à partir des acquis disciplinaires, au travers d'activités composites, qui, elles, sortent du champ disciplinaire. Toutes ces dimensions théoriques que je viens de balayer très très rapidement et que vous retrouverez tout au long de la semaine, insistent sur la nécessité de vous dépasser
en réfléchissant autrement, doivent vous permettre de comprendre le raisonnement transdisciplinaire qui amène aux solutions pertinentes et inédites aux problèmes complexes. Cela s'ancre évidemment dans le réel, à travers 3 axes, pendant toute cette semaine. Le cognitivisme, un accompagnement au travail en équipe, à la connaissance de soi et des autres, à l'émergence de problématiques uniques. Une posture, un accompagnement vers une posture de l'imagination, de la vision, création de valeur au travers d'une réflexion individuelle et en groupe, qui va également vous encourager à dépasser vos propres limites, à sortir du cadre, à envisager finalement un regard différent. Enfin, le 3e axe, c'est la prospective, la création et le développement d'un projet prospectif et visionnaire, permettant de challenger tant vos acquis que vos besoins et votre vision. Toute cette semaine que vous allez vivre, c'est une réelle démonstration de ce qu'est la transdisciplinarité, avec des experts venus de tous les horizons, ainsi que vous pouvez le voir dans vos Welcome Pack et que vous le voyez également à l'écran, dans lequel vous allez être confronté à des artisans chocolatiers, à la méditation, à la science pour aujourd'hui et pour demain. Vous allez être confronté à un très grand nombre de disciplines. Et il était important que, en quelques mots, j'essaie de donner le sens que vous allez vivre à toute cette semaine-là. Le thème est « Travailler pour vivre » ou « Vivre pour travailler ». Avant tout, évidemment, vivre pour travailler, c'est forcément plaisant dans un environnement tel que l'ESSEC, et merci beaucoup de nous donner cette chance de pouvoir nous exprimer à tous, notamment Anne-Claire, qui nous laisse la chance de nous exprimer à travers cette grande semaine de l'Imagination Week. Le thème, c'est effectivement « Travailler pour vivre, vivre pour travailler ». Faut-il choisir, faut-il faire les deux, cette complexité-là? Vous allez la travailler pendant toute la semaine. C'est ce thème que vous allez devoir travailler. Comment est-ce que vous allez travailler, vous, en 2035? Vous aurez là une quarantaine d'années, ce qui n'est pas si vieux, une quarantaine d'années. Et vous allez travailler, vous allez vivre. Comment allez-vous finalement gérer ces 2 complexités, vivre ou travailler? Finalement, 2 mots qui semblent s'opposer. Le mot travail, du latin trepalium, ça signifie avant tout un instrument de torture. Le tripalium, c'est l'instrument qui servait à serrer les chevaux, à ferrer les chevaux, rétifs, et aussi un instrument de torture à pieux utilisé par les Romains de l'Antiquité pour punir les esclaves rebelles. Mais à côté de ça, nous avons le mot vivre. Et le mot vivre, lui, vient du latin vivere, qui offre plutôt une dimension positive, une vitalité. Vivre, c'est jouir de la vie. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail du thème du travail. Tout au long de la semaine, vous aurez certains intervenants qui vont s'arrêter sur la problématique du travail, sur cette notion. Et votre travail à vous commence dès ce soir. Comprendre la problématique permanente, c'est de savoir si le travail est libérateur ou s'il aliène. Et en conséquence, quel type de travail souhaitons-nous? Gardez en tête que si vous ne le décidez pas, d'autres le décideront pour vous. Être aliéné, évidemment, signifie être dépossédé de soi-même. L'aliénation est ici une mise à l'extérieur de soi correspondant à une perte de soi et non à une médiation entre la réalisation de soi. On appelle ça, un peu poussivement parfois, une objectivation ratée. C'est très clair chez Marx, cette dimension-là, que le travail aliène. Il affirme, je le cite, « Le travail est extérieur à l'ouvrier », c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc, dans le travail, celui-ci ne s'affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais modifie et mortifie son corps et ruine son esprit. Il va même beaucoup plus loin, Marx. Le travail lui-même est nuisible et funeste, non seulement dans les conditions présentes, mais en général, dans la mesure où son but est le simple accroissement de la richesse. Alors pour protéger le travailleur, évidemment, on a eu la Conférence internationale du travail, la première, Genève, en 1924. C'est une convention sur la durée du travail, et cette convention-là permet de garantir aux travailleurs, outre les heures de sommeil nécessaires, un temps suffisant pour faire ce qui leur plaît, ainsi que l'indique exactement l'étymologie du mot loisir. C'est en quelque sorte un aveu que le travail aliène. C'est qu'il est également le lieu de la contrainte. Ce n'est qu'en dehors du travail que le travailleur, finalement, peut faire ce qui lui plaît. C'est bien pour cela que Guy Debord, dans La Société du spectacle, suggère finalement d'abandonner le concept de travail pour laisser la place à une activité productive d'un genre nouveau. Et il ne faut ni plus ni moins reprendre la domination de l'ouvrier sur la machine. C'est véritablement un renversement que propose Guy Debord, qui vise, je le cite, le déplacement du centre d'intérêt de la vie depuis les loisirs passifs jusqu'à l'activité productive d'un type nouveau. Ceci ne signifie pas que du jour au lendemain, toutes les activités productives deviendront en elles-mêmes passionnantes.
Mais travailler à les rendre passionnantes, par une reconversion générale et permanente des buts aussi bien que des moyens du travail industriel. Ce sera en tout cas la passion minimum d'une société libre. Autrement dit, le travail ne doit pas être dissocié du loisir et du plaisir. Le centre d'intérêt de la vie doit se trouver dans le travail lui-même. Le rassemblement du travail et du plaisir donne donc à l'activité productive. Un exemple d'activité productive pour Guy Debord, ça peut être construire sa propre maison, construire ses propres biens. Le travail doit toujours trouver sens dans sa propre réalisation. Il faut donc travailler à le rendre passionnant. Guy Debord, bien sûr, mais aussi Bourdieu, sont les philosophes, les sociologues, qui dénoncent au tournant des années 70 jusqu'à la fin des années 90 ce travail qu'il nous faut changer. Aujourd'hui, ce sont des figures comme Dominique Méda que nous aurons la chance de recevoir jeudi, qui prennent la parole sur ce thème. C'est aussi d'autres formes de dénonciation du travail de nos jours, comme dans le clip que l'on va voir maintenant. Et je vous incite à écouter le deuxième couplet avec attention. Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera les voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec. Parce que le monde qu'ils nous proposent m'indispose. Je le répète, je suis condamné à l'échec. Parce que les études de lettres et de philo, ça paye pas. Ils m'ont dit, petit mec, t'es condamné à l'essec. Condamné, faut accepter les lois du marché. C'est marche ou crève quand les diplômes deviennent les flèches de l'archer. Si réussir c'est un salaire, un pavillon sous hypothèque, permettez-moi d'être condamné à l'échec. Ils disent que les jeunes du ghetto veulent leur part du gâteau, incitent à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto, cette injonction à être cool? Rentrer dans le moule, enlever sa cagoule, enfiler ses pantoufles, s'asseoir dans son canapé, allumer sa télé, puis mater, lobotomiser leur clip. Ça c'est misé, ça c'est misé sur notre consentement et notre consensus. Quand la révolte appelle à faire de l'oseille, c'est un terminus. On pourra pas nous exhorter d'aduler le MEDEF au canal Saint-Martin. Y a des anciens cadres SDF, voilà l'envers du décor. Ce système est à refaire, l'humain n'est rien, les trophées ne reviennent qu'au profit. Alors bien sûr, faut se prendre en main, évidemment. Ne rien attendre de ce système qui te considère comme un chien, qui te fait rapporter le bâton sous forme d'un maximum de lucre. S'il est bien docile, le toutou, il aura son sucre. Mais je ne suis ni une carte de visite, ni un CV, pas de métier valorisant. Je suis qu'intérim et CDD. Avant, j'aimais leur balade. Maintenant, elles me narguent, elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc. Car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi je passe pas à la télé. Laissez-moi être fatigué, être inadapté. Laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre. Me soumettre à devenir complice. Me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard. Dans la révolte de nos chansons, je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré. Pour nos parents tombés dans le panneau, je ne peux être que navré. Où est mon HH rebelle qui fumait du H? Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule sans déclarer la guerre. Il a vaincu nos rhétoriques. Le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter.
Ce que nous inspire, évidemment, vous avez entendu les paroles notamment de Pierre Bourdieu tout au long de cette vidéo-là, montrent la nécessité pour nous de nous approprier le travail. Et que notre travail prospectif de toute la semaine n'est pas si loin. 2035, c'est demain. Et nous pouvons déjà déceler les prémices de cette nouvelle forme de travail. Ces nouvelles formes de travail, aujourd'hui, que l'on veut avoir dans des espaces de loisirs différents, dans des bureaux différents, avec une volonté de changer notre façon de faire, à la fois le home working, à la fois le co-working, à la fois le multitasking, tout un certain nombre de faits qui font qu'aujourd'hui, le plaisir et le travail peuvent être complètement liés. Le home working, je l'ai dit, le coworking, tous les environnements de travail montrent qu'il y a des conforts à repenser et des façons de travail à repenser. Les technologies du numérique permettent cela. L'économie du partage, plateformes d'échange mettant directement en relation inventeurs particuliers, producteurs, consommateurs particuliers, particuliers eux-mêmes. De nouvelles sources de revenus sont accessibles autrement que par le travail salarial, donnant naissance à un nouveau mode de travail, le travail indépendant par exemple. L'économie du partage remet en question de nombreuses hypothèses fondamentales du capitalisme et du salariat du XXe siècle. The Economist a expliqué récemment qu'au début du XXe siècle, Henry Ford a combiné les lignes de production avec le travail de masse pour rendre les voitures de construction beaucoup moins chères et plus rapides. Ainsi, la voiture, dès lors réservée aux riches, devenait un moyen de transport pour les masses. Aujourd'hui, un groupe croissant d'entrepreneurs cherche à faire de même pour les services, pour l'innovation, en réunissant la puissance de l'ordinateur et celle des travailleurs indépendants, pour fournir tout un tas de prestations de luxe, que ce soit chez Uber avec des chauffeurs, que ce soit Andy avec du personnel de nettoyage, Spoon Rocket qui fournit des repas de restaurant à votre porte, Instacart également qui maintient votre réfrigérateur rempli en permanence. Toute cette révolution collaborative ira de pair avec une obsession de Jeremy Rifkin, le remplacement des travailleurs par des machines. L'intelligence artificielle et la robotique vont entraîner un tel essor de la productivité que les usines, les magasins, les bureaux auront de moins besoin de bras et de cerveau. 20 ans après la parution de La fin du travail, qui fut très critiquée à l'époque, le prospectiviste Rifkin se réjouirait presque de constater que l'histoire semble lui donner raison. Même si cela traduit par une montée du chômage, pour lui, ce n'est de toute façon pas un drame, puisque le nouveau modèle de collaboration libre permettra aux humains de continuer à s'épanouir en dehors du monde de travail. Et vous comprenez la rhétorique qui s'accomplit finalement de Guy Debord. J'ai présenté il y a quelques minutes ceux qui vont vous inspirer pendant la semaine, vous aider à vivre la transdisciplinarité. Et vous en aurez noté évidemment que le management, la gestion, la notion de travail, d'une façon générale, semblent absentes. Ces disciplines, que nous retrouvons évidemment plus volontiers à l'ESSEC, sont représentées pendant toute la semaine par deux anciens qui sont là pour vous encourager, pour comprendre ce que sera le travail de demain. Avec deux entreprises a priori extrêmement différentes, puisqu'aujourd'hui, vous avez votre marraine de la semaine, Bénédicte Richard de chez Chanel, et à la fin de la semaine, votre parrain qui est Damien Viel de chez Twitter. Deux personnes radicalement différentes, avec un parcours différent, avec des entreprises différentes, qui pensent probablement également la différente façon de travailler.